diable. Un morceau de monde oublié, égaré au confins de la terre, où ils m'ont mis au fer, comme un bandit de grand chemin. Les derniers lambeaux de ciel qu'il m'était encore donné de voir se sont évanouis, avec les immenses palissades qui ont été dressées tout autour de ma case, où ils me retiennent prisonnier. Je m'appelle Alfred Dreyfus. Mon crime, celui d'être originaire d'une Alsace désormais tombée aux mains de l'ennemi allemand, et peut-être aussi celui d'être de confession juive, religion qui, en cette fin du XIXe siècle, est davantage source de fantasmes et cristallise, bien malgré elle, toutes sortes de mots pour qui cherchent à tout prix à faire d'elle l'un des boucs émissaires aux souffrances qui rongent la France. Il n'en fallait pas davantage pour que dans cette France écartelée, divisée, un mystérieux bordereau retrouvé par les services de contre-espionnage, faisant état d'une flagrante communication avec l'intelligence ennemie, ne me soit injustement attribué. Et c'est là qu'ils m'ont condamné, tout jeune officier que j'étais, dans un procès expéditif, au cri de la vindicte populaire, sans preuve réelle. Et pour cause, il ne pouvait y en avoir. Ils m'ont ensuite jeté dans cette partie abandonnée de la Guyane, au creux du Nil, dont je ne sais même pas si le diable en personne, qui lui a pourtant donné son nom, y a seulement séjourné un jour, tant la chaleur y est étouffante, l'air irrespirable. Alors parfois, afin que mes nuits d'isolement soient plus douces, de mystérieuses lucioles s'aventurent malicieusement dans la prison, porteuses de lueurs fébriles, qui dessinent sur les pans des murs de fabuleuses réminiscences de mon enfance. Le délicieux temps de l'insouciance passée dans la ville de mes jeunes années, dans ma ville, Mulhouse. Les murs s'écartent magiquement, et mon esprit s'évade au gré du balai de ces lucioles qui m'invitent à les suivre dans leur sillage. Je plane au-dessus des eaux, par-delà les marées qui saturent ma cellule. La jungle tropicale s'ouvre sous mon passage, et dans l'entrelacs des branchages vertigineux qui ploient et s'écartent, je devine une vision mirifique faite de cascades d'eau et d'un ciel qui m'avait depuis trop longtemps été confisqué. Puis, semblant s'échapper de lointains ailleurs, d'incroyables îles, volant tout autour de moi, apportent en elles les plus précieux des présents. Autant de fragments de Mulhouse que je n'ai jamais oubliés. Une voix douce résonne dans ma tête. Elle m'appelle. Alfred. Alfred. Comment y résister? Comment ne pas prendre la main tendue par ma maman? Je glisse souvent avec envie dans les méandres de mon jadis. Époque bénie, année souriante. Quel âge ai-je? 8 ans, ou peut-être 9. Je me revois arpentant Mulhouse, serrant fort ma maman au détour des rues grouillantes, bouillonnantes de vie. Ville aux multiples visages, avec sa mairie au mur peint, son temple qui vient tout juste d'être terminé, et où l'industrie écrit ici ses plus belles pages, valant même à la cité le surnom de Manchester française. Allez, Alfred, presse un peu le pas. Ton père nous attend. Mon papa s'est lancé à son tour dans cette grande aventure industrielle qui refaçonne fondamentalement Mulhouse.
Et je ne suis pas peu fier de voir à chaque fois la belle enseigne familiale qui coiffe l'entrée de son usine. Manufacture Dreyfus, filature de coton. Oh, Alfred, toujours aussi rêveur. Bien, mon garçon. Entrons. Les machines font à l'intérieur un bruit prodigieux, et les ouvriers s'activent tout autour comme un essaim d'abeilles dans une ruche. Les gestes cadencés me rappellent ceux des musiciens du petit kiosque devant lequel maman m'amène très souvent. Orchestre révolutionnaire ici, d'une mécanique domptée par le jeu virtuose de tous ces travailleurs d'une nouvelle ère. Alfred, ton père s'est absenté pour quelques heures. Profitons-en pour aller au parc. Le parc, lui aussi vient tout juste d'ouvrir ses portes, et l'on s'y presse pour admirer les espèces animales peu coutumières de la région, des plantes au parfum de lointains ailleurs. L'endroit est devenu le berceau de mes rêves de voyage, d'horizons sauvages. Bassins prennent soudainement la forme de mers infinies. Et je m'imagine alors plongeant dans leurs eaux abyssales, peuplées d'êtres fantastiques, avec en leur fond la ville, engloutie à la manière de l'Atlantide, Mulhouse, la légendaire. Se trouble. Ma mère m'a ressorti la tête de l'eau et ramené à la réalité qu'une douce musique vient cependant bientôt faire son oeuvre. Nous sommes tout à la fois happés par des mélodies romantiques et les collections de peintures tout nouvellement offertes à la ville. Bonheur ineffable. Mais déjà la tempête approche, celle de la bêtise des hommes, de leur inclination à se battre entre eux plutôt qu'à se battre pour la paix. Le souffle emporte tout sur son passage, jusqu'à ma famille.
obligé de fuir cette nouvelle guerre de 1870, de fuir ma ville pour se réfugier à Paris. La séparation d'avec Mulhouse est douloureuse, et je ne sais pas encore à cette époque combien elle sera longue avant que je puisse un jour revenir sur mon terre natale. Le temps a passé, mais pas cependant le tourbillon qui a emporté tous mes rêves d'enfance. Et en cette fin d'année 1894, il frappe à nouveau, arrachant cette fois tous mes rêves d'avenir. C'est là que je suis déporté, sur l'île du diable, d'où je vous parle. Condamné à tort dans un procès truqué par un tribunal tout acquis à l'accusation, car il fallait un coupable. Un coupable idéal à cette affaire de bordereau envoyée à l'ennemi allemand, livrant nombre de renseignements secrets. Rongé par le désespoir de finir mes jours dans ce bout du monde, l'un de mes surveillants me glisse pourtant un jour à l'oreille: on s'occupe de vous à Paris. Ce que je ne savais pas en effet, c'est que l'affaire Dreyfus était lancée, et que jusqu'aux plus grands intellectuels, on prenait fait et cause pour moi. Émile Zola publiait son fameux J'accuse, qui allait tout bouleverser. À quoi bon cependant vouloir quitter l'enfer de cette île pour retrouver celui d'une nouvelle guerre quelques années plus tard, au cœur des tranchées, en plein Verdun et ses poilus de la mort. Dans une terre éventrée par la barbarie, où les arbres meurtris se dressent tels de verticales échardes, tels des pieux plantés sur l'immensité des champs de bataille. Peut-être parce que, toujours, la nature reprend ensuite peu à peu ses droits et sème un nouveau futur. Peut-être aussi parce que Mulhouse, ma bien-aimée, peut à nouveau, librement, ouvrir grand ses bras et m'accueillir comme lorsque j'étais enfant. La ville a changé en mon absence, et elle ne cessera de se transformer encore et toujours. Les silhouettes des chevalements des mines de potasse se découpent désormais dans le ciel mulhousien, cherchant à toucher du doigt la cime des nuages, comme avant elles les innombrables cheminées de briques rouges. Les fameuses indiennes, étoffe emblématique de Mulhouse, côtoie de nouvelles impressions textiles à l'avant-garde d'un nouveau savoir-faire. La cité, grandissante et effervescente, n'a de cesse d'anticiper le lendemain et de préparer la reconversion d'un passé prestigieux qui a fait sa renommée.
verrai évidemment pas tous ces formidables bouleversements de mon temps. À l'exemple des friches industrielles métamorphosées en haut lieu de culture, où se tissent non plus des textiles, mais des liens humains bien plus résistants que n'importe quelle fibre, entre artistes de tous horizons. Pas plus que les universités, bibliothèques, cités numériques, qui ont investi de hauts lieux de l'ancienne industrie menuisière. Mais je sais que Mulhouse saura évoluer dans la cosmogonie des cités du futur. D'ailleurs, n'a-t-elle pas déjà apporté un peu de ce paradis perdu à seulement quelques foulées de l'île du diable? Moi qui rêvais tant de voir un peu de ce ciel qui m'était à l'époque interdit, Mulhouse en a même repoussé les limites en participant à grande échelle au programme Ariane. Les jeux du destin sont décidément imprévisibles. Et la cité brille désormais au firmament. Elle est devenue une étoile parmi les étoiles. Back.